Sur l'inflation, il faut d'abord observer tout un ensemble de choses au niveau historique. Une première constatation historique quand on regarde les données en fait, américaines, parce que c'est aux États-Unis qu'on arrive à trouver en fait, les données les plus stables et les plus faciles à analyser. En Europe, quand on regarde l'inflation, par exemple en France, il y a tout un ensemble de dysfonctionnements dus aux différentes guerres que la France a traversées, qui en fait rendent très très difficile l'analyse des données. Donc l'économie américaine est en cela le pays sur lequel on peut faire vraiment des études historiques. Ce qu'on constate, c'est qu'au XIXe siècle, en moyenne, l'inflation est nulle. Il y a plus d'années déflationnistes que d'années inflationnistes. Alors que dès lors qu'on entame le XXe siècle, et donc tout particulièrement après les années 30, on constate que structurellement, l'inflation est positive. Et donc on observe en fait une tendance positive à l'inflation depuis le début du XIXe siècle. Aujourd'hui, effectivement, les objectifs d'ailleurs des banques centrales sont situés généralement autour de 2 ou 3%, c'est-à-dire que structurellement, l'économie génère de l'inflation. Donc ça, c'est une première constatation qui, me semble-t-il, est importante. Deuxième constatation, on observe un ensemble de cycles qui avaient été décelés par un économiste qui s'appelle Kondratiev. Et donc on parle de cycle de Kondratiev. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'observation de cycles qui ont une durée moyenne de 50 à 60 ans. Et ce sont des cycles sur les prix. Ce qu'observe Kondratiev, c'est qu'après une phase de hausse des prix, intervient en fait une phase de déclin des prix. Et ce qu'on observe récemment, c'est que le dernier pic inflationniste est constaté à la fin des années 70, début des années 80, et que depuis, on a eu une lente décrue qui n'a pas été déflationniste, puisque l'inflation est restée positive, mais qui s'est traduite par effectivement une baisse très sensible de l'inflation. Jusqu'au début des années 2000, on peut considérer que le bas de ce cycle se situe au début des années 2000, entre 2000 et 2005. Peut-être, éventuellement même 2009, mais ce n'est même pas certain. Il est bien sûr important de lisser un petit peu parce qu'on a eu à court terme des tensions déflationnistes importantes. Mais ce qui est important, c'est de garder en fait ce qu'on appelle la big picture sur l'inflation. Donc, selon cette analyse des cycles, eh bien, on observe qu'un point bas de l'inflation a été touché donc, début des années 2000 et que progressivement, l'inflation devrait reprendre le dessus pour remonter jusqu'aux années 2025-2030 pour respecter en fait un cycle de Kondratiev complet. Ça, c'est le deuxième aspect donc, qui est cyclique. Troisième chose d'ailleurs qui va un petit peu, qui va clairement en faveur de l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. La masse monétaire a explosé, que ce soit aux États-Unis, mais également en Angleterre et également en Europe, même si la BCE a été beaucoup plus sage. L'explosion de la masse monétaire, en fait, traduit simplement le fait qu'il y a une dégradation de la valeur de la monnaie. Plus il y a de monnaie en circulation, plus effectivement la valeur de la monnaie se rétrécit. Du coup, on retrouve en fait l'équation monétariste d'Erwin Fischer, MV égale PT, qui simplement symbolise le fait que si la masse monétaire augmente, alors cela se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par une augmentation des prix. Donc aujourd'hui, ce qu'il manque pour déclencher en fait une véritable inflation, c'est bien sûr l'augmentation des échanges, l'augmentation d'une certaine reprise du crédit qui va se traduire en fait par une augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie. Quatrième chose à noter sur l'inflation, c'est que c'est évidemment dans l'intérêt des États qui sont maintenant lourdement endettés
pour certains de façon massive, il est bien sûr dans l'intérêt des États de diminuer la valeur de la dette. Et la meilleure façon de diminuer la valeur de la dette, c'est bien sûr d'introduire un biais inflationniste. Donc, même si les discours des autorités politiques sont extrêmement rassurants sur l'inflation, il va sans dire qu'il y a un intérêt pour obtenir une inflation supérieure à 5%. Quatrième chose à noter, c'est que si au début des années 2000, on a eu une augmentation extrêmement forte de la mondialisation et une pression extrêmement forte anti-inflationniste, puisqu'on avait une augmentation de la productivité fantastique, une mondialisation incroyable. En dépit de ça, l'inflation est restée certes basse, mais jamais déflationniste. Aujourd'hui, les forces qui se mettent en place sont à la fois protectionnistes, elles marquent la fin de la mondialisation et elles déclenchent également une augmentation de la régulation par les États, une intégration, une augmentation également des taxes. Tout cela va évidemment en faveur d'une augmentation des prix, d'une augmentation des coûts et donc de l'inflation. J'ajouterai à ces éléments-là, bien sûr, les facteurs environnementaux qui sont importants à intégrer puisque ça va se traduire par une augmentation des coûts. Enfin, et peut-être pas la moindre cause, l'augmentation du prix des matières premières. On est dans un cycle extrêmement positif pour les matières premières. Les matières premières risquent d'augmenter. Des denrées comme bien sûr les matières premières agricoles, comme l'eau, vont avoir un coût de plus en plus incroyable. Et cela va se traduire bien sûr sur les prix. Donc pour toutes ces raisons, le cycle inflationniste semble être bien en place, même si à très court terme, on a du fait du creux économique, une déflation de très court terme.